dernière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Breza, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. J'ai oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Ça nous fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau tour de l'actualité. On va revenir donc sur toute l'actualité du biathlon de ces dernières semaines. Il s'en est passé des choses sur la planète biathlon. Et pour évoquer tout cela, je suis accompagné de la doublette féminine de biathlon en live, c'est-à-dire Marine et Aurélie. Salut les filles. Salut Romain. Salut Marine. Salut. Salut Aurélie. Vous allez bien? Super. Tranquille. Tranquille le matou. Parfait. Je vais très bien. Quel bonheur de vous retrouver pour évoquer encore l'actualité. Je suis euphorique. Avec un sacré programme. Et toi aussi, tu étais euphorique dernièrement, Marine, puisque tu étais au Martin Fourcade Nordic Festival. C'était ta première fois, Marine. C'était un beau week-end. Ouais. Bah écoute, je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est venu me payer un coup à boire en fait. C'est le drame. Je retiens que les promesses tant ne sont pas tenues. Mais qu'ont fait nos auditeurs? Finalement ça commence pas si bien que ça, cet épisode, mais on va essayer comme te remonter le moral. Marine, par contre, on va encore essayer sur une note négative. Aurélie, tu n'as pas pu aller au Martin Fourcade Nordic Festival. Non, j'ai pas pu y aller. J'ai cru pouvoir y aller jusqu'au dernier, pas au dernier jour, mais les 4-5 derniers jours. Et j'ai pas pu y aller, j'étais vraiment déçue. Déçue. Ouais. Bon, j'aurais payé un coup à boire à Marine si j'avais été là, mais... J'espère bien. Bon, en tout cas, alors les filles, je vais essayer de vous remonter le moral en vous dévoilant le programme donc de ce tour de l'actualité. On va parler dans un premier temps de Justine Breza-Boucher, la tricolore, qui a annoncé être enceinte dernièrement, qui va donc louper la prochaine saison. Bon, je sais pas si ça va te remonter le moral, Marine. On parlera aussi en même temps de l'équipe de France. Ensuite, on parlera de la Norvège, des Norvégiens qui ont participé à leur championnat national le week-end dernier. Ensuite, nous parlerons d'une athlète qui s'est mise en évidence ces dernières semaines. Je parle de Lisa Vitozzi. On va débattre un peu sur son cas. On va aussi parler de l'IBU Cup qui va être diffusé l'hiver prochain sur la chaîne L'équipe. On évoquera également le cas de Franziska Hildebrand, l'Allemande qui a annoncé sa retraite et qui a en même temps annoncé un heureux événement à venir. Et enfin, on parlera du 15e congrès de l'IBU qui s'est tenu dernièrement avec pas mal d'annonces très intéressantes et on va aussi en débattre. Bon, les filles, est-ce que ce programme vous plaît et vous revigore un peu? Oui. Ok, parfait, on perd pas de temps, allez c'est parti, jingle. Bon, comme promis, on va commencer par évoquer le cas Justine Breza-Boucher. Donc la Savoyarde, championne olympique de la Mastart à Pékin, a annoncé début septembre un heureux événement puisque elle attend son premier enfant. La conséquence pour Justine et même pour l'équipe de France, c'est qu'elle ne participera pas à la prochaine saison de la Coupe du Monde. Mais bon, je me tourne tout de suite vers toi, Marine. Est-ce que tu t'en es remise de cette annonce un peu bizarre pour toi, j'imagine, à la fois heureuse et un peu tristounet, j'imagine. Ah là. Au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. Non, bien sûr, je suis triste de pas voir Justine cette saison, mais c'est pour elle. Pour accueillir un nouveau ou une nouvelle venue dans sa famille, un beau projet de vie. Donc voilà, je suis très heureuse pour elle, même si elle va forcément nous manquer cette saison et à moi forcément particulièrement. Et Aurélie, Justine a aussi manqué beaucoup à l'équipe de France. C'est sûr, oui. C'est sûr, ça reste un pilier de l'équipe féminine de l'équipe de France.
Et c'est sûr que je pense qu'elle va manquer dans la dynamique de groupe. Ouais, pour juste rappeler la dernière saison de Justine, 8e du général, 3 victoires individuelles, dont celle que j'ai rappelée, celle sur la Mastart des Jeux de Pékin, vainqueur du petit globe de la Mastart, donc une belle saison pour Justine, même si bon, il y a toujours des hauts et des bas, mais c'était quand même sans doute même c'est sûr, sa plus belle saison, la plus belle saison de sa carrière. Donc aussi avec des belles performances en relais, mais aussi des moins bonnes. On va pas, voilà, on s'est un coach parti évidemment. Non, on va pas. On va pas remuer le couteau dans la plaie, c'est ça. Ouais. Mais bon, faut aussi qu'on en parle un peu. Mais voilà, mais ça va être un grand manque pour l'équipe de France. Mais je voulais aussi parler d'autres conséquences pour les Bleus, puisque on sait que en ce début de saison, l'équipe de France a un quota de 7 places. Alors 6 de base, comme d'habitude, plus 7 avec le quota personnel de Lou Jean Monod, qui a remporté l'IBU Cup. Elles sont actuellement 7 dans le groupe, même 6 maintenant, vu que Justine Breza s'est retirée du groupe. Maintenant, elle fait plus partie de la préparation. Ça va changer pas mal de choses, les filles, puisque désormais, il n'y aura pas de bataille pour les 6 places sur la seconde étape. Et même, est-ce qu'il y aura une 7e fille, finalement, sur la première étape? Non. Ça, c'est toute la question. Non, tu ne penses pas, Marine? Moi, j'y crois pas une seule minute, parce que les sélections pour la Coupe du Monde, ça se gagne sur l'IBU Cup, et pour moi, sachant qu'elles n'ont pas fait la préparation avec les filles de l'équipe A, le groupe Coupe du Monde, je pense qu'elles iront à 6 à Contiolahti. Je sais même plus à Contiolahti, putain. C'est pas Östersund, ouais. C'est bon. Elles iront à 6 dans un premier temps, et par contre, c'est vrai que pour moi, c'est clair que sans Anaïs Bescon, sans Justine, là, l'équipe, elle a pris un coup dans l'aile quand même. Il faut le dire pour cette saison en termes d'expérience sur le circuit Coupe du Monde. Mais ça va permettre à d'autres de prendre plus de place, de prendre leurs responsabilités. On va peut-être pouvoir voir des nouvelles têtes en Coupe du Monde, parce que c'est sûr que la 5e, la 6e place, elles seront sûrement et peut-être tournantes selon les résultats qui adviennent pour les jeunes qui sont en équipe B et celles qui sont donc en Coupe du Monde. Donc je pense que ça va être très intéressant, et voilà, ça va mettre certaines face à leurs responsabilités, parce que il faut pas se le mentir, il nous reste Julia, Chloé et Anaïs Chevalier. Il y a une place de titulaire à prendre pour les mondiaux, il y a une place de titulaire à prendre dans le relais, donc c'est vraiment une année qui va être intéressante au niveau de la bataille interne, parce qu'il y a vraiment une place vacante dans cette équipe. Avec aussi un nouveau coach, Cyril Burdet. Là, clairement, on se lance vraiment dans un nouveau cycle pour l'équipe de France. Mais alors, certes, Anaïs Bescon, elle a pris sa retraite. Justine Breza, c'est que pour 1 an. Mais clairement, là, il y a quand même une transition là entre l'hiver dernier olympique et cet hiver là qui arrive. On se lance vraiment dans un nouveau projet avec des athlètes d'expérience encore, avec par exemple Annie Chevalier-Boucher, qui est l'athlète d'expérience de cette équipe. Et derrière, une jeune équipe qui va se former aussi, avec des Paula Beauté, Lou Jean Monod, Caroline Colombo, qui n'est pas vieille, qui est encore jeune. Et derrière, oui, ça va pousser. On sait qu'il y a des filles comme Camille Benet, Sophie Chauveau et d'autres. Ça pousse derrière. Donc, il peut y avoir pas mal de roulement. Et oui, un relais qui peut-être va pas mal changer. Alors, on va peut-être pas pouvoir compter sur elle, par contre, pour se mêler à la lutte pour le globe du relais, même pour la Coupe des Nations aussi, peut-être cette année. Ça va être peut-être un peu compliqué. C'est une année de transition, mais ça va être très très intéressant, et on prépare d'ores et déjà en Tols 2026. C'est ça l'objectif. Oui, non, mais oui, je pense. Puis même Julia, qui reste une cador, qui reste dans l'équipe, très jeune aussi. Si tu enlèves Anaïs Chevalier, ça reste. C'est pour ça que je l'ai pas cité finalement avec Anaïs, les athlètes expérimentés. Anaïs Chevalier, elle a de l'expérience, mais elle est encore entre deux, on va dire. Elle est même pas vieille, pour dire. Non, mais je veux dire, elle est dans la génération de Caroline.
Elle a C'est la- c'est la- elle a l'expérience, mais c'est vrai qu'elle reste très jeune aussi. C'est une athlète qui a encore de belles années devant elle, qui a encore à construire aussi Voilà. son palmarès et son expérience d'athlète. C'est pas une Anaïs Bescon, c'est même pas une Justine qui est pas plus vieille, mais qui a quand même plus de bagages aussi. Donc c'est vrai que c'est une équipe très très jeune, Ouais. l'équipe de France cette année. Donc c'est vrai que ça va être intéressant et ça peut un peu partir dans tous les sens en fait. C'est un peu imprévisible. Ouais, Marine, faudra pas s'attendre à des résultats, je veux dire, aussi réguliers. En tout cas, avoir une fille toujours dans le top 5 comme l'an dernier, chaque course, là, ça risque d'être un peu plus... Bah, on perd quand même et Anaïs Bescon qui apportait énormément de régularité à ce groupe et qui donc était souvent dans les 3 qui rapportaient des points pour le classement nation parce que donc, de par sa régularité, on perd on perd une Justine qui peut-être un peu moins régulière mais qui rapportait de gros points au classement nation et qui était là qui était de tous les relais, qui était jamais d'impasse, jamais, enfin voilà, et d'une constance à ski où on pouvait toujours compter sur elle. Là, on sera, oui, c'est sûr que il faut se préparer à ce que ce soit moins, qu'il y ait moins de densité. moins de Après- densité, mais après on va peut-être avoir des révélations, peut-être une Chloé Chevalier, elle Justement. va peut-être se sentir libérée J'allais en et parler, ouais. pouvoir prendre plus de place, peut-être être plus sur le devant de la scène, parce que il y aura plus de place pour elle et peut-être que c'est ce dont elle avait besoin aussi pour se révéler. On verra. Pareil pour Oui, très même intéressant en tout cas. Oui, au-delà de vas-y, ça, Aurélie. je pense que ça peut faire du bien de mettre un peu aussi de nouvelle dynamique dans cette équipe de France qui était un peu, qui semblait en tout cas un peu, comment dire, on n'avait pas l'impression qu'il y avait une très bonne ambiance, on n'avait pas l'impression qu'il y avait une bonne entente entre les filles. C'est pas ce qui ressortait en tout cas, c'est pas ce qu'elle donnait comme image. Je pense que moi, ça peut faire du bien de faire un peu de renouveau, un Ouais. peu de sang neuf, une nouvelle dynamique. Ça peut être positif, très positif Ouais. même. On repart sur une feuille blanche là avec l'équipe de France et Ouais. comme tu l'as dit Marine avec Chloé Chevalier, ouais j'ai hâte de voir Chloé cet hiver parce que là elle va être dans une nouvelle place, un nouveau statut. Chloé là, elle sera plus la dernière roue du La petite carrosse un dernière, peu hein, ouais. comme on a pu voir ces dernières années. Alors même s'il y avait comme eu des Paula et Lou Jean Monod qui étaient derrière elle au rang des Bleus hein. Mais là elle va être un peu plus propulsée en avant Chloé et voilà j'ai hâte de voir comment va se débrouiller Chloé qui a annoncé voilà qui a continué sa carrière et qui a fait quand même des beaux résultats l'an dernier hein, même si bon elle a été un peu déçue de sa saison et bon c'était un peu aussi le coup de la fatigue de ces dernières années. Mais ouais, c'est à voir, c'était l'équipe de France féminine, hein, avec pas mal de neufs, hein, et ça va être très très intéressant à vivre avec cette nouvelle génération. Donc voilà ce qu'on pouvait dire donc sur Justine, hein, et aussi un peu sur les Bleus. On a un peu débordé, et d'ailleurs on va encore un peu parler des Bleus, puisque actuellement l'équipe de France, alors les équipes de France, hein, A et B, sont actuellement en stage à Oberhof, hein, et pour la première fois durant cette intersaison, ils ont rechaussé les skis, puisqu'ils profitent des installations hein, d'Oberhof avec le frigo d'Oberhof hein, qui leur permet donc de skier. C'est assez tôt dans l'intersaison. Hein. Normalement c'est plutôt vers octobre, hein, Marine, je crois. Hein, ils rechaussent les skis après la deuxième étape du Summer Tour, il me semble. C'est vrai que c'est plus tôt que les années précédentes de mémoire mais ceci dit, je pense qu'ils avaient besoin de ça peut-être cette année plus tôt parce qu'il y a eu beaucoup de ski-roux ces dernières saisons parce que justement il y a eu cette impossibilité d'aller dans le tunnel et du coup il y avait je pense qu'il y avait envoyé cette envie il y a moins de stages cette saison, enfin cette préparation, donc je pense qu'ils étaient à la recherche de quelque chose quand même qui motive les athlètes. Ouais, ils ont le staff hein, et même ainsi que les athlètes ont notifié, hein, ont signalé que voilà, ils voulaient quand même du nouveau, ils voulaient se lancer dans un nouveau projet avec enfin une préparation différente de ces dernières années. Hein, et c'était leur envie. Et d'ailleurs, hein, leur second stage sur neige, hein, ce sera sur le glacier du Dachstein en octobre. Hein, c'est en Autriche, hein, ce qui est aussi tout nouveau pour l'équipe de France. Hein, normalement, ils vont jamais là. Et alors, de ce que j'ai lu, je crois. Apparemment, ils iraient peut-être pas à Souchon cet hiver. Hein. En novembre, ils iraient à Hydreux.
en Suède. Ouais, c'est possible. C'est possible, hein. C'est possible. Chez Schoen, ça reste du facultatif, ça va être pour se mettre en jambes, remettre un dossard avant la saison. C'est une espèce de pré-course, pré-saison, enfin une course pré-saison. Mais c'est vrai que c'est pas non plus, enfin, c'est pas obligatoire. Y a pas, toutes les nations ne viennent pas d'ailleurs. Et c'est vrai que Ouais. ça m'étonne pas qu'ils zappent s'ils ont trouvé quelque chose de plus intéressant ou qu'ils ont envie Bah, d'aller ailleurs ou à Hydreux, tester. d'ailleurs, il y a des courses aussi de pré-saison. Oui, Les Suédois, exact. ils courent avec aussi les Exact. Italiens ces dernières années, les Ouais. Tchèques aussi. Donc finalement, bon, en soi, ça, le programme ne change pas en soi. Finalement, c'est une Non, préparation bah, sur neige, puis des courses en fin de programme. Mais c'est une nouvelle ère. Enfin, là, ils ont besoin ouais, de changer de paysage. c'est ce que Simon Destieux disait un peu l'année dernière, il me semble, qu'il disait que la France était sur les mêmes, elle suivait la même voie, elle faisait le même programme un peu tous les ans, et qu'il aspirait, il aurait aimé enfin, qu'il y ait un peu plus de changements, un peu plus de variations, donc peut-être qu'il a été écouté. Bah, trop tard pour lui, du coup, mais bon, peut-être que l'équipe de Ouais. France a pris ça en compte, ou peut-être que d'autres athlètes ont émis ce désir peut-être de faire autre chose aussi, de voir d'autres endroits. Mm. Et donc les Bleus sont à Oberhof actuellement et on profite aussi pour skier donc sur Ski Row cette fois-ci sur la piste d'Oberhof qui accueillera les mondiaux donc de biathlon en février. Donc, les Bleus prennent déjà leur repère. Bon, c'est une piste qu'ils connaissent déjà, même si depuis Ouais. quelques temps, depuis ces dernières années, il y a quand même eu déjà justement en vue des mondiaux. Mais bon, ils arrivent quand même pas en terre inconnue, comme c'était le cas sur les 2 derniers Jeux Olympiques. Où, voilà, c'était une grande nouveauté, des pistes toutes neuves, récentes. Donc voilà, et ils mettront fin aussi à leur préparation ce week-end, après Manon, à l'occasion de la première étape du Summer Tour, où sera mis en jeu le titre de champion de France du sprint samedi. Marine, tu y seras? Oui, je serai à Primanon ce week-end. Donc, si vous voulez venir me payer des coups à boire, je serai là. Décidément. Ok, bon bah le message est passé, on espère qu'il est bien passé cette fois-ci auprès de nos auditeurs. S'il vous plaît, payez-lui même juste un coca, voilà, faites-lui plaisir parce que là ça nous fait un peu pitié Marine en ce moment là. Merci. Donc voilà. Non mais voilà pour ce qu'on pouvait dire sur l'équipe de France. Bon, on va passer de la France à la Norvège, Aurélie. Puisque, Ouais. alors, je vais essayer de bien le prononcer, tu me reprends si je le dis mal. Les championnats de Norvège se sont déroulés à Göteborg ce Euh, week-end dernier. Gautefall. Göteborg, ouais, bon. Ouais, Voilà, Gautefall avec dans le. donc 2 courses, des sprints et des mass starts. Et donc Aurélie, est-ce que tu peux nous donner les vainqueurs? Alors, les vainqueurs du sprint, ce sont Caroline Knuten et Philippe Andersen. Et les vainqueurs de la Mastart, c'est Marte Krogstad Johansen et Johannes Dahle. À noter quand même qu'il manquait pour les filles Tiril Ekoff et Marte Royseland. Et pour les hommes, il manquait quand même Tarjei Bø. Hmm. Et c'est tout, non? Je crois, oui. Et Je Sivert crois qu'il manquait. Bakken. Ah oui, et Bakken, exact. Ouais, Bakken qui Euh, physiquement n'est pas, qui a des problèmes de santé, Non, qui n'a pas pu ouais, s'entraîner de toute la préparation, en tout cas physiquement. Donc ouais. Un peu comme c'est Tiril, c'est un peu Hmm. pareil, qui a aussi, je pense, qui a fait une espèce de burn-out sportif à la fin de sa saison et qui a mis le, Ouais, qui le a levé contre-coup le est dur. pied. Ouais. Le contre-coup de la saison olympique est dur pour les Norvégiens là. Je pense qu'il y a le contre-coup de la saison olympique et puis le contre-coup des saisons Covid, avec toutes les restrictions, toutes les inquiétudes, tout le stress. Je pense l'équipe norvégienne n'a peut-être pas forcément vécu le Covid comme d'autres équipes. Je pense qu'ils se sont mis beaucoup plus de pression et de stress sur les restrictions, notamment quand ils étaient à la maison, sur le fait de ne voir personne, de rester isolés, parce qu'ils étaient vraiment très très sérieux là-dessus. Et je pense que sur le long terme, je pense que ça leur a coûté. Visiblement, ça leur a coûté un peu cher. Voilà. Ouais, alors, un athlète que ça a coûté cher durant la saison, mais qui s'en est bien sorti pour le moment durant cette intersaison, c'est Johannes Dahle, le Norvégien, qui malheureusement a vécu une saison, j'ai envie de dire presque cauchemardesque, en tout cas, qui a tout perdu l'hiver dernier, Ah, qui a été sûr. rétrogradé en équipe de Norvège B,
qui n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques à Pékin et qui après une saison de feu, à noter de la saison d'avant, c'était une saison incroyable. Vice-champion du monde de Mastart. Ouais. Je pense que ce n'est jamais arrivé qu'un vice-champion du monde de Mastart soit rétrogradé en équipe de France, en équipe B la saison suivante. Donc saison compliquée et cet été là, début de saison. Et cet été il évolue il s'entraîne avec l'équipe de Norvège B, mais le Norvégien Jonas Dahle n'a pas baissé les bras puisque durant, tu l'as dit, durant ses chemins de Norvège, il a remporté le titre de la Mastart et a terminé deuxième au sprint. Oui. C'est je sais pas, on peut dire de bon augure, mais en tout cas c'est quand même je pense que c'est très bon pour la confiance pour Jonas Dahle après donc tout ce qu'on a dit des derniers mois quand même très compliqué. Ah oui, je pense que c'est très positif pour lui. Et puis, à noter, je disais qu'il manquait des cadors, mais il y avait quand même Johannes Bö, il y avait quand même Sturla Lagrell, il y avait quand même Christiansen, il y avait quand même des beaux noms qui concouraient avec lui, qui sont quand même arrivés derrière. Donc, il a quand même fait une belle performance. Et je pense que, comme tu dis, je pense que pour la confiance en lui, ça doit être extrêmement positif, oui. Ouais. Johannes Bö qui a terminé 6e du sprint et 8e de la Mastart. Bon, après... Johannes Bö, on sait sur des courses d'intersaison, c'est pas son truc. Il est jamais performant. Il est jamais performant. Jamais performant à ce moment-là. Mais à la rigueur, il a raison. Il est performant quand il faut. Mais c'est vrai que ça à remettre en perspective. T'as raison. Mais quand même, Johannes Dahle a fait quand même une belle perf. Ah oui. Après, je ne disais pas ça par rapport à Johannes Dahle, mais c'est surtout que Johannes Bö. C'est les courses faut pas en prendre en compte forcément ces résultats non pas que c'est du bluff ou quoi n'est-ce pas Aurélie mais c'est jamais non c'est jamais pertinent on va dire c'est jamais révélateur de quoi que ce soit sa saison ses courses ou ses performances d'été ou de début de saison c'est vrai que c'est jamais bon et puis après il peut revenir comme un boulet de canon l'hiver quelques semaines après sur la vraie neige avec des vraies courses. Ouais. Et donc pour revenir au cas Jonas Dahle un peu, donc je le disais, il fait partie de l'équipe B actuellement, mais alors pour le moment il rentre pas dans les plans pour évoluer sur la Coupe du Monde, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un membre de l'équipe A qui n'a pas couru encore, enfin qui ne s'est pas entraîné du tout quasiment, mis à part le premier stage. C'est Sivert Göthenbacken qui a des gros problèmes de santé et qui donc n'a fait aucune préparation physique jusque là et qui ne s'est entraîné qu'au tir. Donc, on est à 2 mois de l'hiver. Il y a peut-être une place en jeu en Norvège pour Jonas Dahle finalement, qui pourrait peut-être se saisir la chance du malheur de son coéquipier, qui va sans doute pas arriver au top de sa forme sur l'hiver à venir. Donc, pour Jonas Dahle, il y a sans doute peut-être une belle opportunité pour lui de surtout sur les courses jeunes pour valider peut-être une montée directement en Coupe du Monde. Je pense que c'est dans les c'est dans les papiers, c'est dans les discussions et puis je vois pas comment Bakken peut revenir comme ça en début de saison. Enfin, on verra. Je sais pas, mais ça me paraît compliqué en effet, comme tu dis, pour lui de prendre sa place au mois de novembre, fin novembre ou début décembre. Donc effectivement, après, est-ce qu'ils vont laisser la place vacante ou est-ce qu'ils feront monter Dahle? Je vois pas l'intérêt de laisser la place vacante quand tu as des athlètes de bon niveau en IBU Cup, mais bon, à voir. C'est à la guerre comme à la guerre. Et après, c'est à la guerre comme à la guerre. On parle de Jonas Dahle, mais ça pourrait très bien être le jeune Martin Uldal. Martin Uldal, oui, bien sûr. Pour Canadic Festival, qui... c'est encore une pépite là qui chaque année il y a une pépite qui sort c'est sûr. On va même plus parler de pépite finalement, j'ai l'impression, parce que c'est quelque chose de normal finalement qui se produit chaque année. Il y a un gisement, voilà. C'est sûr. C'est encore un athlète très très prometteur qui dès ses premières courses de Coupe du Monde en fin d'année à Oslo a fait des super résultats. Donc c'est assez c'est encore un phénomène sans doute à suivre, mais bon. Donc, comme on voit, Jonas Dahle, on disait ça aussi, et c'est un peu plus compliqué là en ce moment. Donc mais c'est toujours la Norvège qui se constitue d'une équipe d'Avengers chaque année. Donc voilà, ça va être à suivre. Donc voilà, on va fermer la page de la Norvège. On va maintenant parler d'une athlète qui s'est mise en évidence ces dernières semaines. Je parle de Lisa Vitodi. Et oui, non, ce n'est pas une blague. Lisa Vitodi qui a fait de très bons résultats
ces derniers temps, hein, qui a participé aux mondiaux d'été de pooling, hein, qui a remporté 2 médailles, dont le titre sur le sprint, qui a été sacré championne d'Italie à double 2 fois, donc a remporté donc toutes les courses ces dernières semaines. Donc de superbes semaines de compétition pour Lisa Vitozzi. Est-ce que pour vous c'est de bon augure au vu de l'hiver qui arrive, comme Johannes Dalle finalement, après des dernières saisons compliquées, dont la dernière qui a été assez dure. Ah bah l'année dernière c'était quelque chose. Enfin le tir couché en tout cas. Ouais. C'est pour vous, vous voyez ça d'un bon œil ces résultats. Enfin, est-ce que c'est trop tôt quand même pour dire que ça y est, on va retrouver la grande Lisa, c'est reparti comme en 40. Bah, c'est pas négatif, mais je sais pas si c'est pas négatif, c'est forcément positif aussi bien pour elle que même pour l'équipe et même pour moi. Pour nous, moi je suis content de voir Lisa Vitozzi qui revient comme ça. Après, est-ce que ça promet de belles choses? Bah, je sais pas, à voir. Ça me paraît trop tôt pour le dire. Le problème, ça me paraissait pas un problème de forme, si tu veux. Ça me paraissait vraiment un problème autre. Donc, à voir en course de vraie Coupe du Monde. Voilà. Ouais. On sent quand même qu'il y a une fracture à cette fameuse saison où elle a fini 2e derrière Dorothée Avirard et du coup il y a vraiment une phase de reconstruction qui a débuté. Alors peut-être qu'elle a tâtonné pendant plusieurs saisons et c'est vrai que est-ce qu'on peut même parler de burn-out à cette époque? C'est vrai que c'est assez compliqué ce qui lui est arrivé. Il y a eu ces histoires de révélation, le Covid. Elle a connu des années difficiles, mais moi, c'est une athlète que j'apprécie beaucoup. J'espère qu'elle va réussir à trouver le déclic. C'est vrai que la forme était quand même moindre ces dernières saisons que par rapport à quand elle avait performé en 2019. Saison 2018-2019. Ouais. Et là, bon, c'est sûr que elle a l'air en forme physiquement, en tout cas. C'est ce qu'on a vu sur les courses de cet été. Donc, à voir parce que c'est vraiment la forme au moment de la saison régulière qui compte. Et c'est vrai que on voit bien avec Johannes Bö qui performe pas forcément pendant l'été, mais qui est là quand ça compte. Donc ça, en tout cas, c'est sûr que c'est pas de mauvais augure. On va voir pour la suite et on l'espère parce que c'est vrai que je pense qu'on va en reparler, mais on perd cette année de par la décision de l'IBU. Il y aura une compétitivité un peu moindre sur le circuit, quoi. Oui, c'est comme tu disais, c'est une athlète qu'on apprécie beaucoup dans l'équipe. Bon, après, les craquages qu'elle faisait au tir couché, c'était tellement gros que ça devenait presque ironique. C'est pour ça que moi, je pense que c'est pas forcément un problème de forme. Je pense que le problème est plutôt ailleurs. Ouais. Mais que je pense que par contre, ça a dû lui coûter énormément d'énergie à cogiter là-dessus ou à réfléchir là-dessus je sais pas, et ce qui impacte forcément après la forme physique aussi ou les performances en course. Mais c'est vrai que si elle reprend confiance comme ça et qu'elle arrive à régler ces problèmes-là, c'est tout bénef, ouais. Ce serait bien, j'espère pour elle. Ouais, mais on attend de voir pour les Vitozzi. On espère que c'est de bon augure pour cet hiver. On espère la revoir au premier plan. Alors peut-être pas forcément déjà pour la lutte pour le général, mais en tout cas, oui, rejouer des places sur le podium, même pourquoi pas une victoire. On sait jamais. Jouer devant. Ça bien et non, mais oui, c'est une athlète qu'on apprécie. Et bon, on va voir ça. On va suivre encore sa préparation jusque-là et peut-être qu'elle sera hydreux aussi en novembre et on verra ce qu'elle donne sur la piste avant la Coupe du Monde. Bien, alors on a terminé pour le cas Lisa Vitozzi. On va passer à une grande nouvelle même, j'ai envie de dire, pour les fans du biathlon, puisque cet hiver sur la chaîne L'équipe il y aura double ration de biathlon, puisque donc, la Coupe du Monde sera une nouvelle fois diffusée sur la chaîne numéro 21, mais aussi l'IBU Cup. C'est une première, et une première même globale, puisque l'IBU Cup n'avait jamais été diffusé même
par l'IBU, hein, tout simplement, hormis les championnats d'Europe, sinon il n'y avait aucune diffusion, on devait se contenter du data center. Là, il y a une diffusion et en plus, donc la chaîne d'équipe a acheté les droits, en tout cas les droits, et va diffuser les courses. Je sais pas, on va pas faire de débat pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose, les filles. Je pense que voilà, on est tous ravis que l'IBU Cup soit diffusé. Déjà dans un premier temps pour les athlètes, déjà. Je trouve de mettre ces jeunes athlètes en avant, c'est une superbe chose pour eux. Déjà que ce soit filmé, c'est déjà très bien qu'ils puissent revoir leurs courses. Sans parler de diffusion de TV, même, mais déjà qu'il y ait des vrais, une vraie, comment dire, une vraie réalisation, que les courses soient vraiment filmées, ne serait-ce pas respect pour leurs courses, ouais, c'est super. Marine, toi qui suis les Big Cup, avec Émeric et moi, enfin plus assidûment, on va dire, j'imagine que tu es ravi de pouvoir suivre aussi les courses de tes propres yeux. Oui, je suis. Oui, c'est vraiment une satisfaction parce que c'est vrai que je trouve que c'est les circuits BU Cup, les circuits juniors. Bon, je sais pas si ça concerne le circuit junior, mais en tout cas, c'est des circuits très intéressants qui permettent de déceler un peu peut-être les futures pépites, les futurs cracks de la discipline, ouais. De la discipline et du coup, je trouve que c'est d'autant plus. Pour moi, c'est vraiment intéressant en tout cas le fait que ce soit diffusé et j'espère que ce sera suivi parce que la diffusion, il faut qu'elle trouve son public et j'espère que les gens vont s'intéresser justement à ces petits jeunes de l'IBU Cup qui sont les futures étoiles du biathlon mondial, parce que voilà, il n'y a pas que les Français, il y a beaucoup de, on peut prévoir beaucoup de choses, prévoir. En tout cas, détecter beaucoup de biathlètes vraiment vraiment intéressants sur ce circuit BU Cup, un peu la Ligue 2 du biathlon si on veut. Ouais, et ouais, tu l'as dit, même si c'est très intéressant auprès du public, parce que ça va permettre aussi de comprendre les fonctions de descente, de montée entre l'IBU Cup et la Coupe du Monde, de faire connaître les jeunes athlètes, de les connaître avant qu'ils montent en Coupe du Monde. Nous, on les fait déjà découvrir sur notre podcast, justement, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on vous propose, avec, on a eu, des Camille Bénet, Sophie Chauveau, Jacques Jeffries, Sofiane Michelon, etc. Même Eric Perrault aussi, avant qu'il monte en Coupe du Monde. Donc, je trouve ça d'un point de vue même spectateur, c'est très intéressant. Et oui, même au niveau des athlètes, de pouvoir une certaine reconnaissance aussi envers ce qu'ils font et ils vont avoir peut-être un peu plus de pression quand même par contre du coup vu qu'ils se sachant maintenant mais c'est un bon entraînement pour la Coupe du Monde aussi. C'est un bon entraînement d'être suivi, d'être un peu plus reconnu, connu. Ça fera un choc moins grand quand tu commences en Coupe du Monde. Et alors par contre Marine, alors certes la chaîne d'équipe a dit qu'elle diffusait. Par contre, alors on sait que des fois il y a certaines courses entre l'IBU Cup et la Coupe du Monde qui se chevauchent. Sophie bien a dit, Alexis Boeuf ne peuvent pas commenter deux courses à la fois. Tu m'avais soufflé l'idée il y a quelques temps, après l'annonce, sans doute que les courses pourraient être diffusées sur l'équipe live, le site internet de l'équipe. Alors à voir si toutes les courses sont diffusées par contre sur l'équipe.fr ou par contre certaines en semaine pourraient être diffusées par contre sur la chaîne d'équipe. Ça, c'est encore le mystère qu'on n'a pas encore résolu. On vous tiendra au courant si on a des nouvelles par rapport à ça, mais c'est la diffusion, c'est peut-être pas encore totalement clair entre les courses d'IBU Cup et Coupe du Monde, donc forcément il y aura peut-être un peu l'embouteillage sur la chaîne d'équipe avec toutes ces courses, mais bon. Ils vont peut-être voir si ça marche aussi. Ils vont voir si c'est regardé. Après, l'équipe, c'est un peu les rois pour mettre un peu des sports. Des fois, ils comblent un peu les programmes, on va pas se mentir. Et ils mettent bien les caisses à savon en prime time. Exactement. Donc, je pense que l'IBU fera pas moins que les caisses à savon ou que la pétanque ou que le tir, les fléchettes, on va dire. Voilà. Donc, mais bon, faut tester, faut voir. Et bon, ça reste du biathlon et les gens qui sont fans de biathlon, même si ils regardent pas à fond dedans, tu vois, ils mettront en fond à côté, pas loin, biathlon. Exactement. En termes d'ambiance et voilà. Exactement.
on est ravis en tout cas dans l'équipe de pouvoir voir ces courses. Et de toute façon, comme d'habitude, vous pourrez trouver tous les résultats de l'EB Cup sur notre site biathlonlive.com. Donc voilà pour la très bonne nouvelle pour cet hiver à venir. Un hiver à venir dont on ne verra pas la présence de Franziska Hildebrandt, l'allemande, qui une grande biathlète d'expérience, dont sur les relais, qui a fait partie, Marine, des relais multimédaillés, avec Laura Dahlmeier, la grande équipe d'Allemagne, qui était la bonne ultra dominante, qui gagnait tout, qui est donc l'allemande, qui a annoncé sa retraite ces derniers temps, pour aussi la même raison que Justine Brézaboucher. Alors Justine n'arrête pas complètement, mais elle va aussi devenir maman pour la première fois, donc c'est un départ pour un heureux événement. Sans doute qu'elle aura peut-être pris aussi sa retraite de même, parce que ces dernières années étaient quand même assez compliquées pour Franziska Hildebrandt. Elle a passé les 2 dernières saisons souvent sur l'EB Cup, elle n'a pas été aux Jeux Olympiques, elle a aussi connu des blessures, ce qui explique cela. Donc la biathlète allemande qui donc, tourne la page après donc une carrière riche en succès. Elle a compté 2 victoires individuelles, c'était lors de la saison 2015-2016, et son meilleur classement général, c'est une 5e place à 2 reprises. Donc voilà, pas mal quand même. C'est pas n'importe qui, donc c'est quand même c'est encore un départ, un gros départ à mettre au crédit de l'Allemagne. Il y a beaucoup d'athlètes d'expérience qui sont partis ces derniers temps du côté de l'Allemagne, avec les Simon Schemp, Frank Pfeiffer, Eric Lesser, Laura Dahlmeier, il y a un peu plus longtemps maintenant, mais c'est une grande page qui se tourne, et malheureusement derrière ça met un peu de temps à arriver, donc ça risque d'être encore peut-être une saison un peu compliquée pour l'Allemagne, on va voir, mais voilà, encore un départ pour les Allemandes. On sait que côté junior, il y a de belles promesses pour les Allemandes notamment, mais c'est vrai que c'est encore pas pour tout de suite. Donc la génération d'entre deux est un peu n'arrive pas à il y a un petit creux générationnel, effectivement. Un petit gap. Ouais, c'est ça, tout à fait. Alors Franziska Hildebrandt, qui part. Par contre, Quentin Fillon-Maillet, lui, a décidé de remplir pour 4 années. Il l'a annoncé lors du Martin Fourcade Nordic Festival, qui continuait encore 4 ans, jusqu'au prochain cycle olympique, jusqu'aux Jeux Olympiques d'Antols. Donc le Jurassien n'est pas rassasié de sa dernière saison, où il a tout gagné, que ce soit aux Jeux Olympiques ou sur la Coupe du Monde. Bon, une bonne nouvelle, évidemment, pour l'équipe de France, que Quentin Fillon-Maillet continue encore 4 ans. On va pas débattre là-dessus non plus, mais... ça lui fera quel âge dans 4 ans 34. 34, ouais. Il a 30 ans actuellement, là, donc je sais pas, il a eu ses 30 ans quand, mais exactement, mais... ouais, enfin par là, autour de 34. Le 20 septembre 2026, il aura 34 ans. D'accord. Oui, comme quand on est de 92, on n'est pas si vieux que ça. C'est un message personnel non, c'est pas moi le message personnel. Ouais, ok. Mais en tout cas, si tu crois un jour que t'es vieille, nanana. Mais oui, je craque. Ouais, c'est la fatigue déjà avant le début de saison. Déjà, ça promet. Mais oui, Quentin qui a 30 ans, qui a encore de belles années devant lui, donc et aussi Quentin qui a annoncé évidemment qui souhaite conserver la Coupe du Monde, son gros globe, sur l'hiver à venir. Tu m'étonnes. Mais non, il allait pas annoncer. Non, j'en veux. Ça suffit. Je sais pas, peut-être que Aurélie, tu le sais, mais que il a peut-être faire comme les Norvégiens, il allait peut-être bluffer en disant non, je laisse ça pour l'adversaire. Non, ça va être trop reprends compliqué. Le gros globe, je te le laisse. Voilà. Ouais, ou non, non, ça va être compliqué à garder, donc on verra. Voilà. Ouais. Mais non, mais oui. De toute façon, que Quentin veuille gagner encore, ça nous surprend pas. On sait que il a un appétit de loup, c'est notre Jurassien. Il l'a démontré ces dernières années, qui ne laisse pas grand-chose. Et je pense que oui. La préparation semble se bien passer pour lui en tout cas, donc pour le moment tous les feux sont ouverts pour lui, mais on va voir
comment ça va se dérouler cet hiver et avec aussi la concurrence interne aussi, avec un Emilia Jacquelin qui voudra cette fois-ci réaliser une saison pleine, Ouais. qui avait démarré très fort et qui, bon, ça avait un peu dégoupillé à partir du mois de janvier. Mais voilà, Ouais, ça il va être avait. encore ça va être une saison très intéressante, hein, oui, avec un Johannes Beu aussi, voilà, qui voudra reprendre son trône, un Sola Omleri qui voudra faire mieux que deuxième, comme ces deux dernières saisons, et encore peut-être un autre Norvégien qui va arriver, et Sébastien Samuelsson. Bref, ça va être encore une saison très excitante, hein, que ce soit chez les hommes ou chez les dames. C'est encore de belles choses à venir sur la planète biathlon. Donc voilà pour les départs et les renouvellements de contrats sur la planète biathlon. Maintenant on va passer sur la dernière partie. Alors une dernière partie qui va être assez chargée, puisque alors ces derniers jours, il y a eu le 15e congrès de l'EBU, qui s'est tenu à Salzbourg, en Allemagne, en Autriche, pardon. Lapsus. Donc un congrès qui permet d'annoncer pas mal de choses, d'officialiser pas mal de choses, dont 2 choses. Je vais vous les énoncer, vous allez me dire laquelle vous retenez le plus, celle qui a retenu le plus votre attention. Il y a soit l'attribution des mondiaux 2027 à OTPAE, donc le site estonien, ou soit la prolongation de la suspension de la Russie et de la Biélorussie. Que retenez-vous le plus, Marine et Aurélie? Marine? La prolongation de la suspension, pour moi. Okay. Pour moi, les mondiaux. En Estonie. Tu dis ça pour quelque non, chose même de pas. différent de... Non, Marine ou... non, même pas? Moi, non, même pas, non. Bah vas-y, explique-toi du coup Aurélie. Alors, comme je trouve l'exclusion de la Russie et de la Biélorussie normale, je trouve que l'annonce des mondiaux en Estonie à OTPAE, je ne sais jamais comment on le dit. C'est compliqué. Me paraît une plus grande nouvelle. C'est chouette, c'est une première fois là-bas, c'est pas un grand site connu et je trouve que ça peut être très sympa. Voilà. Ok. Et bon, toi, Marine, par contre, t'as quand même retenu l'exclusion. Ouais, j'ai retenu ça. Alors, j'ai pas retenu parce que je suis pour ou que je suis contre. Il y a, voilà, pas d'un point de vue politique. Voilà, je donnerai pas mon avis sur la question et c'est pas ça la question. C'est juste que, voilà, à la fin de la saison dernière, bon, ça comptait vraiment sur les 3 dernières étapes. Il n'y a pas eu les Russes, les Biélorusses, mais le classement en général était déjà joué. Il y avait plus trop d'enjeux à la saison, enfin plus énormément en tout cas. Et alors que là, on entame une nouvelle saison où on sait qu'il y aura ni Russes ni Biélorusses, donc j'ai envie de dire qu'il y aura forcément un impact plus fort et je retiens ça. Voilà, c'est forcément une perte de compétitivité. Ouais, le sportif en prend un coup. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est un jugement juste sportif, pas politique. Ouais. Mais voilà, on peut regretter ce choix. Voilà, oui, bien sûr. D'avoir 2 nations fortes comme du biathlon, avec des athlètes qui se trouvent généralement dans le top 10 du général, qui peuvent jouer des podiums sur chaque course. Sportivement, c'est clair que c'est compliqué. Enfin, en tout cas, oui, c'est triste, on va dire, sportivement. C'est très triste, c'est triste et c'est dommage, c'est certain. Je dis pas le contraire non plus, mais oui, effectivement, ça, comme dit Marine, ça aura, oui, ça, il y a une perte de compétitivité et puis c'est toujours triste pour des athlètes de pas pouvoir faire leur sport, c'est pourquoi ils s'entraînent toute l'année, c'est pourquoi ils vivent. Au jour d'aujourd'hui. Après, voilà, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise solution à ce niveau-là, puisque on voit, par exemple, si on prend l'exemple du tennis, il y a eu plusieurs choix qui ont été faits. Pour Roland-Garros, tout le monde entre guillemets avait le droit de venir. Pour Wimbledon, ni russe ni biélorusse, pas de points d'attribuer, mais pour autant, c'est une Kazakh ancienne russe qui a gagné le tournoi. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Mais en tout cas, c'est ça que je retiens, que de toute façon, il y aura forcément un impact sur au niveau sportif. Voilà, on enlève les Russes, on enlève les Biélorusses. Dans les relais, ça va impacter sur le général. Et voilà, c'est ce que je retiens, mais c'est pas un jugement politique, juste purement sportif. Oui, on reste dans le sportif de toute façon ici.
on laisse la géopolitique à d'autres médias plus spécialisés. Mais oui, nous on se concentre surtout sur le sportif et sportivement, oui. Donc que là aussi la Biélorussie soit pas là, forcément, ça va un peu biaiser certains trucs, certains relais. Généralement, enfin voilà, sur les relais, on sait que les Russes et les Biélorusses sont présents. Et même, tu vois, une Zinara Limekava, sur le général, on sait que bon, elle a monté en puissance, elle est jeune, elle a montré de très belles choses ces dernières années. C'est dommage de ne pas l'avoir à l'œuvre, mais bon, voilà. Il n'y a pas que le sportif en jeu sur cette question-là, donc bon, on va pas plus épiloguer donc là-dessus. Il y a d'autres enjeux que le sportif, mais d'ailleurs, je crois qu'Anna Sola a justement annoncé en plus que pendant cette période, elle va mettre un peu sa carrière entre parenthèses pour devenir maman, si j'ai compris. Oui. Profiter. Donc, Décidément. Donc voilà, autant en profiter en plus. Je pense Oui, c'est sûr. Je pense qu'elle a bien raison de profiter de cette période, mais on espère évidemment retrouver rapidement les Russes et Biélorusses, et ce qui voudra dire que tout sera derrière nous, toutes ces histoires malheureuses, et que. Mais bon, malheureusement, j'ai pas l'impression que ça soit encore pour demain. Donc voilà, et on va pour donner encore quelques mots sur Otepää, les mondiaux, donc en Estonie en 2027. Il y a un site qui avait organisé pour la première fois une Coupe du Monde l'an dernier, qui avait été, on peut le dire, une grande réussite. On en avait parlé lors du débrief de l'étape, on avait tous bien apprécié cette étape. Ouais, c'était chouette. Une ambiance qui faisait un peu penser au Grand Bornand, avec pas mal de monde en bord de piste, enfin vraiment très festive. Et donc bingo, dès la première candidature, organise les mondiaux 2027. Je trouve ça, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu gênant vis-à-vis du Grand Bornand, même de la France, qu'on est un grand pays de biathlon, on n'a toujours pas notre stade de biathlon, parce que pour ceux qui ne savent pas, le stade du Grand Bornand, c'est un stade démontable, éphémère, c'est pas un vrai stade de biathlon. On est quand même l'une des plus grandes nations, même la plus grande nation avec la Norvège ces dernières années, au niveau sportif, et enfin, on n'a toujours pas notre premier mondial de biathlon. Bon, je trouve ça un peu gênant, mais bon, tant mieux. Il y a des contraintes quand même au fait que ce soit pendant les vacances scolaires, dans une grande station d'alpin. Oui, mais ça peut être autre part qu'au Grand Bornand. C'est pour ça. Oui. Après, voilà. Il faut parce trouver, quoi. Le problème, c'est qu'on n'a pas de. Parce que certes, le Grand Bornand a organisé ces dernières années la Coupe du Monde en France, mais bon, le biathlon français est fort depuis de nombreuses années. Enfin, ça date pas des. Enfin, bref, voilà, tu vois, je trouve ça quand même. Oui. C'est triste quand même de voir qu'en France, on est. Je crois qu'il y a le stade des Tuffes qui est homologué, mais alors on n'en parle même pas. C'est encore pas pour les Coupes du Monde, c'est bien trop. Oui, ils avaient organisé, je crois, la Junior Cup. La Junior Cup et les Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne, je crois. Ouais. En termes d'offres de logement, je pense que c'est trop juste. Donc, à voir. Mais et encore, tant mieux pour Otepää. Voilà, on a hâte d'être là-bas. Et alors, par contre, je disais, voilà, je suis pas du Grand Bornand, et pas pour le championnat du monde en France. Ça pourrait être le cas parce que c'était début juin, il me semble. La Haute-Savoie fait savoir que il pourrait déposer une candidature pour 2028, justement, avec le Grand Bornand. Donc ce serait quand même un sacré investissement, parce que justement il faudrait par contre un vrai stade, pour organiser ce championnat du monde. Mais malheureusement, c'est qu'en face il y aurait une grosse candidature, Orphilson. Donc voilà, qui a organisé 3 fois les mondiaux en 78, 2005 et là on se souvient un peu plus 2017 qui avait été des super mondiaux avec une grosse ambiance sur place. Donc pour le moment, là on se dirige peut-être vers un match Le Grand Bornand Orphilson, et bon là il va falloir un dossier solide, un béton pour la France face à la candidature autrichienne. Après, il y a pas Annecy qui est volontaire qui veut poser une candidature pour les JO en 2030. Peut-être qu'Annecy pourrait, avec le Grand Beau, préparer un dossier ensemble sur la partie biathlon, en tout cas. Ouais, mais... Si Annecy veut être un candidat sérieux aux Jeux Olympiques, il lui faudra un vrai stade. Je crois que la candidature c'est un peu effrité là ces derniers temps, il me semble. C'est plus compliqué, même si certaines oppositions, certaines candidatures ont dû partir. On
On fermait le dossier comme à Barcelone, je crois, hein, où bon, ça n'a pas pu se faire. Il y a aussi de la fraude au niveau d'OTP au Japon, c'est Nagano, je crois. Il y a pas mal de soucis aussi. Donc, à voir par rapport à ça. Mais bon, en tout cas, pour le moment, les mondiaux 2028 peut-être en France, mais va falloir un dossier costaud face à Orpheus qui fait office de favori. Mais bon, vu qu'ils organisaient les mondiaux en 2017, peut-être qu'ils laisseront la priorité à un nouveau site, hein, mais il va falloir, il va falloir convaincre l'IBU. Ouais. L'IBU d'ailleurs, qui a réélu Ole Dahlin, le Suédois, hein, mais c'est une énorme surprise. Ouais, j'allais le dire. Pas du tout, Quelle surprise. puisqu'il était le seul candidat à sa propre succession. Ouais, donc un mandat de 4 années supplémentaires, hein, il avait déjà fait un mandat de 4 ans. Un nouveau mandat de 4 ans pour Ole Dahlin, hein, donc il a fait un très bon travail, hein, on peut le dire, hein, de notre point de vue, de ce qu'on voit nous. Hein, le biathlon s'est jamais aussi apporté ces dernières années, hein, je trouve. Hein, il y a quand même une montée en puissance du biathlon, les primes augmentent, les audiences TV aussi, hein, à travers le monde, hein, surtout en Europe évidemment. Bon voilà, hein, c'est dommage qu'il n'y ait plus de concurrents en face, voilà. Un Français, Marine ou Aurélie, vous n'avez pas voulu vous mettre en face de Ole Dahlin J'y ai pensé. J'ai pas et le puis temps. bon, J'ai pas le temps. T'as pas le temps. Ouais, mais ça te disait pas d'aller sur les étapes de biathlon comme ça, aller donner C'est des pas mal, petites là. médailles. voilà, C'est un vrai métier. aller dans le côté VIP, manger un peu par-ci par-là. Non, on va pas réduire ça quand même à ça. Non, c'est pas vrai, Mais non. Mais oui, en tout cas, Ole Dahlin réélu, comme aussi le vice-président, hein, qui est tchèque, qui était aussi seul à sa propre succession, donc réélu. Donc ça bouge pas de ce côté-là. Et dernière chose, hein, lors de ce congrès, le bureau exécutif de l'IBU aussi a été refondé. Et il y a de nouveaux membres qui ont été élus, dont le président de la FFS, hein, Fédération Française de Ski, Fabien Saguez, l'ancien DTN du ski français, hein, donc qui rejoint le bureau exécutif de l'IBU. Bon, toujours bien d'avoir un membre français, hein, dans l'IBU, hein, on va se réjouir de ça, on va dire, hein, mais donc voilà pour ces nouvelles. Bon, Marine et Aurélie, on a fait le tour un peu de toute l'actualité. Vous avez pas rien d'autre chose à rajouter? Non, ça va. Non, ça va, vous avez assez parlé. T'as retrouvé le sourire ou pas, Marine? Oui. Pas trop, j'ai l'impression quand même. Hein. Si, Mais ça va aller. dis-toi que le biathlon c'est pour bientôt, oui, même voilà, le biathlon c'est dans 2 mois. Un peu plus, allez, un peu plus de 2 mois, mais dans 2 mois on remet les skis, on rechausse les skis dans le canapé pour nous, hein. Mais on rechausse les skis, mais avec grand plaisir, on va être reparti. Avec vous, on va vous accompagner tout au long de ces 3-4 mois de compétition, et c'est un grand bonheur de vous y retrouver. Vous retrouvez donc derrière les écrans. Vous avez des étapes de prévues sur place, Marine et Aurélie, d'ailleurs? Non, pas pour le moment, mais je louche un peu sur Pokljuka. Ah, Pokljuka. Début janvier, en Slovénie, hein, une étape de reprise après les repas de Noël, donc ça va falloir se maintenir en forme, hein, pas trop manger de chocolat, de dinde, de foie gras, etc. Quoi. Ouais, ça ira. Ça ira. Moi j'espère Oslo encore cet hiver, hein, j'aime 203 peut-être. À Oslo peut-être aussi, hein. Oslo, j'ai toujours Oslo dans les papiers, dans les projets, mais peut-être. Ouais, on verra, c'est trop tôt. Ok. Merci les filles, hein, de m'avoir accompagné encore une nouvelle fois. Hein. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui écoutent ce podcast, hein, cet épisode, de réagir, hein, à nos différents thèmes, hein, qu'on a évoqués durant ce podcast, hein, que ce soit sur YouTube ou sur nos réseaux sociaux, hein, on y jettera un coup d'œil, on pourra même y répondre. Merci encore à vous, merci les filles, et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Allez, salut tout le monde. Salut.